Cerno, une anti-enquête. Épisode 129. Là où je voulais en venir, c'est que parmi tous ces gens, à un moment, il y a eu Thierry et Jean-Thierry, qu'on appelait, donc nous, c'était les roux-doudous. On les appelait les roux-doudous. Moi, j'ai le souvenir qu'ils dorment dans ma chambre et qu'ils sont hyper sympas. Ok, j'accuse le coup. Je suis née un vendredi 13. Putain. Ça porte pas bonheur. Oui, Jacqueline, oui. On fait le café à l'ancienne. Il n'y a pas de Nespresso. Oh, putain. Vous avez joué à la fermière. On a ce devoir de mémoire. Mon pauvre Julien. Nous, on s'occupe pas des autres. Ah ben. Depuis 4 ans, et à intervalles réguliers, une véritable psychose s'emparait des personnes âgées. Ah ben. C'est peut-être bien la mort. Torture, coups de ciseaux, strangulation, étouffement par sac plastique. Ça avait été assez violent comme assassinat. C'est pas du tout mon truc. Ah ben. Cet homosexuel branché des nuits parisiennes. Moi ? Entre le docteur Petiot et Landru. Ich heiße Thorsten Wolleck. Je pense qu'ils ont dû la suivre. J'ai horreur des hommes. Minou. Dans les années 90, il y avait une émission qui était animée par Jacques Pradel. Cerno. Ioana Secarescu a fost asasinată în anul 1984. Moi, mon souvenir, c'est qu'ils étaient dans ma chambre, mais je crois qu'il y avait surtout Jean-Thierry. Mais c'est un peu compliqué parce que je fais avec mes souvenirs et avec ce que m'a raconté mon père, mais qui est mort il y a 3 ans. Donc moi, c'est beaucoup en vrac, quoi. En vrac, donc je me rappelle de ces 2 grands noirs, hyper, pour moi, petite fille, assez impressionnant, même visuellement. 2 grands blacks, hyper, charismatiques, hyper sympas. Donc moi, ce qu'on m'a raconté, c'était qu'ils faisaient un spectacle de transformisme dans une boîte à Toulouse, et qu'un soir, ils s'étaient fait voler toutes leurs malles avec leurs costumes de scène. Et que donc, ils s'étaient retrouvés dans la merde, financièrement, ne pouvant plus assurer leur spectacle, et que c'est pour ça qu'on les hébergeait. À l'époque, c'est ce qu'on m'a dit, quoi. Et donc, voilà, surnommé très vite les roux-doudous. Ça veut dire quoi, les roux-doudous ? Je sais pas pourquoi ils ont dit ça, mais pour moi, ça marchait bien, quoi. Est-ce que c'est mon père qui a trouvé ce surnom ? Est-ce que c'est Julien ? C'est très affectueux, les roux-doudous. C'est très affectueux, mais il y avait beaucoup de... Voilà, moi, c'est eux qui m'ont... Est-ce que c'est Thierry, Jean-Thierry, les 2 ? Je sais pas, mais ils m'ont offert mes premiers disques de Michael Jackson et de Prince. C'est vrai ? Ouais. Tu les as toujours ? Je pense qu'ils sont chez mon père, ouais. Ouais, et donc c'était cool, quoi. Et moi, j'ai le souvenir qu'ils sont hyper sympas. Joyeux, pétillants... Pour assouvir ces fantasmes de noctambules branchés que cet homme, Thierry Paulin, est devenu un monstre, tortionnaire de vieilles dames. Donc, comment ça se fait que tu te souviennes si bien des roux-doudous, comme tu dis ? Parce que, déjà, moi, je pense... Enfin, en tout cas, déjà, il y avait beaucoup de gens que j'aimais pas, dans tous ces passages. Parce qu'aussi, c'est des gens qui avaient des centres d'intérêt, c'est pas forcément des gens qui s'intéressaient aux enfants, je pense. Moi, j'étais assez hostile à pas mal de gens. Hein. Je me rappelle précisément de gens avec qui j'étais même un peu méchante, un peu... Mais les roux-doudous, je les aimais vachement. Et donc, après, il y a plusieurs épisodes et tout. Enfin, bon, ce qui est magique, c'est vraiment le côté communauté. Moi, je me retrouve dans tellement de gens. Donc là, il y a un peu dans ce que racontait le garçon là, qui vit dans une maison à Gambetta, là, avec sa mère aussi, qui hébergeait tout le temps des gens. Guillaume, ça me parle beaucoup. Évidemment, le garçon aussi qui a été babysité, là. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Quentin, voilà, c'est ça. Tu parles des personnages du podcast. Ouais. Oui, je parle de ça. Parce que je pensais à ce que disait la maman de Quentin sur le rapport aux enfants. En tout cas, moi, ça m'a parlé. Je me suis dit, ah oui, je pense qu'il y avait une connexion facile avec les enfants, quoi. Entre Thierry Paulin et les enfants. Je pense. C'est-à-dire qu'ils t'ont donné un peu d'affection. Je sais pas si j'irai jusque-là. J'ai pas le souvenir de câlins, de trucs, de choses comme ça, quand même. Hein. Mais en tout cas, leur présence m'a plu. Ça, c'est sûr. Je me rappelle que
après toutes ces histoires, quand mon père évoquait les roux-doudous, c'était beaucoup pour parler aussi de leur enfance malheureuse. Je pense qu'il s'était confié. Je ne sais pas ce qu'ils ont raconté, mais il était évident que ces 2 garçons avaient beaucoup souffert, avaient été maltraités. Alors, tout ça pour dire qu'il y avait dans cet appart aussi, du fait que mon père soit psy, etc., toujours une attention très très forte aux autres et à leur histoire et au fait qu'ils aient pu souffrir, etc., etc. Par rapport au fait justement à l'enfance. Et qu'il y avait ce truc-là aussi pour les roux-doudous. On disait qu'ils avaient été maltraités, quoi. T'as des détails ? Non, je me rappelle plus. Et donc, je peux me resservir du café ? C'est gentil. Merci. Donc, tu me racontes que tu te souviens de leur taille ? Ouais, la taille, je ne saurais pas dire précisément, mais en tout cas de leur allure. Tu te souviens qu'ils t'ont offert des disques de Michael Jackson ? Et de Prince. Qu'est-ce que tu te rappelles d'autre ? Donc, c'est-à-dire que vous dormiez ensemble dans la même chambre ? Je sais pas, ils dorment. Je sais qu'il y a... Mais est-ce que moi j'étais dans la chambre quand ils y dormaient ? Ça, je sais pas. Je me rappelle, j'ai des images de matelas d'appoint installés dans ma chambre, mais est-ce que... En même temps, si j'ai ces images, c'est que j'y étais. Peut-être je dormais ailleurs, je sais pas. Mais j'ai quand même ce souvenir dans cette chambre-là. Et je me souviens après d'ambiance un peu de fête, quoi. De repas, de musique, de danse, de trucs un peu comme ça, quoi. Mais j'ai vraiment du mal à me souvenir. D'abord, je ne sais pas combien de temps ils sont restés. Pour moi, c'est impossible à dire. Je sais qu'ils ont marqué un truc. Sans doute aussi parce qu'à posteriori, il y a eu ce truc. Donc c'était... L'âge déçu, j'avais 10 ans. Donc c'est un peu étrange à 10 ans de réaliser ce truc, de se dire « Waouh !» Des gens qu'on connaît hyper bien. Enfin, hyper bien. Qu'on fréquente sans une once de... Enfin, c'est une révélation, quoi, à 10 ans. Ça crée un genre de révélation sur le monde, quoi. Donc ça m'a forcément marquée, mais pas que à cause de ça, parce que eux, leur présence était marquante. Mais après, il se peut qu'ils soient restés un mois comme une semaine. C'est très très flou. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils sont probablement pas restés très longtemps, je pense, d'après ce que je peux recouper dans ma tête par rapport aux dates. Et je suis pas sûre qu'ils soient restés ensemble aussi. En tout cas, même s'ils sont pas restés longtemps, ils ont pris beaucoup de place, j'ai l'impression, dans ton enfance. Bah oui, c'est une histoire forte. Et après, ça se mélange un peu parce que je pense que je suis partie pour la 6e à Paris. Donc là, j'ai un peu changé de vie. J'étais dans un truc beaucoup plus carré et classique. Comment ton père les avait rencontrés ? Alors... Donc, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, ce qu'on m'a dit, c'est ça. C'était que qu'ils les avaient rencontrés dans la rue ou je sais pas où. Hein. Mais il faudrait demander à Julien. À mon avis, c'était plutôt en boîte ou dans un bar ou peut-être dans les lieux. Alors après, je sais pas. Il y a le truc de la prostitution aussi. Est-ce qu'ils se prostituaient à cette époque à Toulouse, Jean Thierry ? Si oui, est-ce que mon père était client ? Très sincèrement, je sais pas. Je sais juste qu'il y a eu ce truc de... Ils sont dans la merde, ils se sont fait voler leur malle, on les héberge pour les dépanner. Et ça a un peu duré. C'était quoi le prénom de ton père ? Gérard. Je vais rechercher s'il y a des choses sur ton père dans les dépositions. Alors, bon, j'en viens à... Je sais que les flics sont venus. Alors voilà, du coup... Un jour, les flics sont venus. Alors moi, c'est pareil, c'est flou tout ça. Je sais pas. Hein, parce que je sais qu'une fois, j'ai ouvert à des flics, mais je sais pas si c'était pour cette affaire ou pour une autre. Mais j'ai plutôt le souvenir de mon père me disant... Oui, parce qu'ils ont trouvé un carnet d'adresses où il y avait notre nom et notre adresse. Ceux qui connaissaient Paulin ne comprennent pas. Comment toi, tu as appris que les roux-doudous étaient des tueurs ? Mais je me rappelle plus. Mais je pense que je l'ai appris par mon père, quoi. Qui ont dû faire genre, oh mon Dieu, qui ont halluciné, quoi. Mais à l'époque... La version de mon père, ça c'est très clair par contre. Il m'a toujours dit, quand on les fréquentait, ils n'étaient pas du tout, ils n'avaient jamais fait ça. Et mon père, sa version à lui, c'était qu'ils étaient allés à Paris et que c'était la drogue, qu'ils avaient commencé à scammer et que c'était ça qui les avait fait vriller, quoi.
Moi, je pense pas. Bon, voilà. Mais bon, après, lui, c'était, tu vois, il n'avait pas la connaissance que tu as. Hein. Alors, est-ce qu'il disait ça aussi pour me protéger, pour pas que je me refasse le film à l'envers en disant « Oh mon Dieu, quand ils étaient avec nous, ils en avaient déjà assassiné je sais pas combien ». Ou pour se débarrasser d'une culpabilité. Ou se débarrasser d'une culpabilité. Ou alors, parce que peut-être que n'ayant pas... je veux dire, on n'avait pas accès à tous les trucs de l'affaire aussi. Hein. Peut-être qu'il le pensait réellement. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient déjà tué. Ouais. Ah oui, ça, je pense que... enfin, en tout cas, c'est pas je pense, je l'ai appris par ton enquête. Qu'est-ce qu'il disait ton père de tout ça après ? Pour mon père, c'était Thierry. En tout cas, il y avait cette idée qui était énoncée que Jean-Thierry était sous la coupe de Thierry. Mais on n'en parlait pas hyper souvent, et effectivement, je pense qu'il devait y avoir un peu de culpabilité de se dire j'ai hébergé ces types, il y avait ma gamine, bon. Donc c'était pas non plus le gros sujet de conversation de quotidien, quoi. Et toi, t'en as fait quoi de tout ça ? Moi, sans doute que ça a contribué, mais c'était déjà le cas par cette place d'observatrice et par le fait de voir quand même toute une faune de marginaux, etc. Mais ça a sans doute renforcé mon intérêt pour l'âme humaine, quoi. Enfin, ma passion pour les gens, quoi. Enfin, pour le mystère des gens. Après, comment dire, ça fait partie un peu de ma cosmogonie, et je sais que plus maintenant, mais un peu plus jeune, des fois j'aimais bien le sortir, ça faisait un peu, c'était un peu impressionnant, quoi, de me dire oh, j'ai vécu ça et tout. Voilà, enfin, en général j'en faisais waouh, et voilà. Et après c'est un peu bizarre parce qu'en plus ce qui est étrange, c'est le fait que moi je suis allée à Paris aussi, quoi, à ce moment là il y a un truc un peu bizarre, et que donc tout ce qui s'est passé à Paris, bon, j'étais dans le 20e, donc le 18e c'est pas loin, enfin. Par exemple, quand je suis arrivée à Paris pour la 6e, on vivait donc rue Villet-d'Isle-Adam, qui est une rue vers Gambetta. Et moi, j'ai été terrorisée par les vieilles toute mon enfance. Il y avait cette vieille qui habitait Madame Delpech qui me terrorisait. À Toulouse ? Ouais. Chez ma mère, dans l'immeuble, il y avait aussi une vieille. Je me rappelle une fois, j'ai fait un roulé-boulé dans l'escalier. Je crois que c'était vraiment parce que j'ai eu peur. Elle a ouvert sa porte et genre, j'ai vraiment... Et après, il y avait mon arrière-grand-mère aussi, où je me rappelle que ma grand-mère m'avait forcé, enfin, c'était une maladresse, tu vois, mais elle avait reçu sa propre mère à un moment chez eux, puis moi j'étais en vacances chez eux, et j'avais dû dormir dans le même lit que mon arrière-grand-mère. Et c'était terrifiant. Je la voyais dans le noir, quoi, dans la pénombre, cette tête de vieille, toute... alors que je l'aimais beaucoup, hein, en plein jour. Mais la nuit, dans un lit, être à côté de ça me faisait vachement flipper, les vieux. Et quand je suis arrivée à Paris pour la 6e, rue Villet-d'Isle-Adam, il y avait une vieille, sur notre palier, qui vivait seule. Et je me rappelle qu'elle collectionnait les petits flacons de parfum, là. Et moi, ça m'avait vachement, ça plaisait aux petites filles, ce genre de truc. J'avais commencé la collecte. Et donc, tous les soirs, en venant du collège, je passais genre 2 heures chez cette vieille, quoi. Et on papotait, on buvait le thé. Et c'est là que j'ai commencé à aimer les vieux. J'aime bien les vieux, globalement. C'est émouvant, quoi. Elles s'appelaient Madeleine, Hélène ou Marie. Elles avaient toutes plus de 70 ans. Ton père est mort, hein, il y a 3 ans. En 2021, ouais. Donc il est plus là pour témoigner. Mais toujours en contact avec Julien. Oui, complètement, ouais. Ouais, c'est mon beau-père, enfin c'est un père, quoi, un autre père. Tu l'aimes bien, Julien ? Ouais, beaucoup. Beaucoup, mais ce qui n'était pas le cas à cette époque. À cette époque, c'était très compliqué. On s'est beaucoup rapprochés après. Justement, j'allais te demander, aujourd'hui, quel est ton regard sur cette enfance que tu as eue ? Moi, je considère quand même que c'est une enfance un peu difficile. À l'époque, je me sentais très seule, et puis après, par les lectures, je m'aperçois aussi que voilà, je suis vraiment le fruit de... Enfin, c'est post-68, et il y a plein de gens de ma génération qui ont eu des enfances dans ce style-là, quoi. Énormément. En même temps, on pourrait se dire, vu d'aujourd'hui, que ça aurait pu être une enfance géniale. C'était aussi génial, hein. Enfin... Disons que la marge, voilà, la marge, je trouve ça hyper intéressant. Et c'était aussi une époque de grande liberté.
sur la sexualité, sur plein de choses, quoi. C'est une époque aussi qui a été un peu... Enfin, il y a eu plein de choses violentes, comme le sida aussi. Ça revient beaucoup dans le podcast aussi. C'est pour ça que je suis très touchée par les témoignages d'Anne-Marie, avec son Didier. Très touchée aussi, là je viens d'écouter le témoignage d'une auditrice qui fait beaucoup d'enquêtes, là. Lisa Doll, c'est très très beau aussi, ça m'a beaucoup parlé. Mon père était séropositif, mais c'est vrai que... oui, je suis quand même heureuse de... En tout cas, j'ai pas été formatée, quoi, ça c'est sûr. Donc c'est intéressant aussi, on peut pas dire, hein. Comme tu dis, on peut se dire c'est assez riche aussi. Eh ben. Ouais, comme tu dis. Je m'attendais pas à ça. T'attendais à quoi? Mais en fait, l'autre jour... Oui, parce que du coup, comme tu voulais que je dise... Enfin, tu m'as dit ne dis rien, j'ai pas mon micro. Parce qu'à la réunion... Je me suis demandé ce que tu t'imaginais. À la réunion, t'es venu me parler, tu m'as dit il faut que je te... En fait, je voulais pas... Ce qui était embêtant, c'est que... Bon, après, c'est peut-être effectivement ce truc d'observatrice, c'est d'avoir une espèce de tendance à tout mettre à distance, tu vois. Donc moi, je suis tombée sur ton truc. Mon ami m'a dit il faut que t'écoutes parce que c'est sur Thierry Paulin. Bon, lui, il est au courant, voilà. Mais en fait, très rapidement, je n'ai plus du tout pensé à moi, à Thierry, à mon père. Enfin, je suis rentrée complètement... Et je me suis finalement moins sentie avoir un lien avec l'histoire, au sens l'enquête, quoi, l'affaire, qu'avec toute cette communauté de gens, en fait. C'est ça qui m'a vachement touchée très rapidement, c'est cette communauté de... Enfin voilà, bon d'abord le prince, enfin le truc, c'est une magnifique réussite, cette œuvre-là que tu fais. Merci. C'est très très beau, enfin je veux dire, voilà, t'as réussi un truc... je te souhaite de faire plein de choses encore hyper belles, mais là, je pense que c'est ton œuvre, là. Non mais tu sais, le truc où tout d'un coup ça parle à tout le monde, je sais pas, ce truc où tout d'un coup ça y est, là il y a un truc qui résonne, ça t'échappe en fait, ça t'échappe complètement, tu maîtrises plus rien, quoi, ça appartient aux autres. Et chacun projette des trucs. Moi j'ai adoré la soirée, j'ai regretté de pas pouvoir rester plus longtemps, mais c'est délirant, quoi. La soirée anti-commissaire. Ouais, parce que c'est à l'image du podcast en fait, c'est encore des tonnes de gens qui se regroupent autour d'un truc mais qui sont hyper différents, enfin. Et voilà, donc moi j'étais pas dans le truc. Alors, il y avait quand même un peu en tâche de fond de truc de dire, mais peut-être il faudrait quand même qu'à un moment que je lui envoie un message ou pas, mais j'avais pas très envie, en fait. Tu es venu me voir, tu m'as dit, il faut que je te parle. Et je me suis dit, oh là là, ça a l'air grave. Et tu m'as un peu fait peur. Ah, merde. Et du coup, je t'ai demandé si ça avait un lien avec l'affaire. Tu m'as dit oui. Je t'ai dit, donc, attends, je préfère venir t'interviewer. Je sais pas ce que tu m'as dit, mais je me suis dit, elle a dû rencontrer Paulin. Mais j'en étais pas sûre et je savais pas que c'était à ce degré-là, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça plus simple, en fait, de venir plutôt que d'envoyer un message. Enfin, je sais pas, j'avais envie de venir à ce truc, quoi. T'es là, mais du coup, t'as quand même un truc que tu sais pas si tu dois le dire, mais de toute façon, c'est pas là que tu vas le dire, parce que tu vas pas balancer ça devant tout le monde. En plus, il y a cette espèce de truc, là, où je comprends, comme je suis pas à jour, vous me dites pas vraiment, mais je comprends que t'as un peu annoncé. Enfin, je comprends dans les discussions que t'as annoncé que t'arrêtais. Et puis en plus, moi j'étais à ce moment-là dans des épisodes où quand tu sors de chez le mec du Collège de France, avec, tu vois, Jaénada, où tu te dis, bah ouais, enfin, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça doit être hyper dur enfin, c'est sans fin, donc tu vois, tu peux t'abîmer aussi là-dedans, quoi. Oui, mais là, bizarrement, j'ai pris seulement 15 jours de repos depuis que j'ai annoncé que je voulais un peu m'arrêter. Et ça m'a fait le plus grand bien. Et là, je me sens presque... je pensais m'arrêter 6 mois et là, je suis... faire 300. Là, j'ai plein d'envie de continuer. Je me sens complètement rasséréné. En tout cas, à ce moment-là, moi, je me suis dit, attends, tu vas pas... Si le mec, déjà, il cherche à s'en sortir, tu vas pas arriver... Enfin, tu sais, j'avais l'impression d'être dans un pot de départ et de dire, allez, je vous rembauche pour... Enfin, tu vois, ça faisait un peu con. Donc, du coup, je suis venue te voir et... Ouais, t'as dit, j'ai pas mon micro, donc... Bah, merci beaucoup. Ne dis rien. Donc, du coup, voilà, moi, je me dis que je peux pas vivre sans interviewer les gens. Et voilà, j'essaie de mettre parfois Paulin et Mathurin à distance. Mais moi, c'est les rencontres comme ça. Le fait là qu'on prenne le café dans ta cuisine, que tu me racontes ta vie. C'est super comme vie, en fait, pour moi. Bah ouais, mais enfin, moi, je suis, comment dirais-je, très... presque un peu envieuse, quoi. Pas dans un sens négatif, tu vois. Mais c'est vrai que c'est assez magique, quoi. Effectivement, ce truc d'aller à la rencontre de personnages comme ça, tu vois. C'est vrai que je comprends très bien qu'on puisse faire ça toute la journée. C'est assez génial. Bon, après, il y a le talent aussi tu vois,
Il y a une amie hier qui m'a dit « Fais gaffe, hein, parce qu'il a l'art de faire dire des trucs aux gens qui ne veulent pas dire. » J'ai trouvé ça génial. Bon, est-ce que je t'ai fait dire des choses que tu voulais pas dire ? Non, parce que moi, j'ai pas de... Comment dirais-je ? Je suis assez au clair avec mon histoire. Voilà. Après, ce qui est hyper étonnant, c'est que j'adore aussi la manière dont des fois le truc s'inverse. C'est-à-dire que, par exemple, les épisodes là où on localise Jean-Thierry, moi, j'avais hyper envie que tu ailles le voir, évidemment. Mais ce qui est bizarre, c'est que tout d'un coup, ça s'inversait. C'est-à-dire que c'était plus... C'est drôle, là. Mais c'est ça que j'adore dans tout ce tissu de relations. Et c'est pour ça que chacun peut se projeter à plein d'endroits différents. C'est que moi, j'avais envie... J'étais là, putain, en fait, j'avais envie que Jean-Thierry m'éclaire, me raconte des trucs de mon père. Tu vois ce que je veux dire ? De cette époque. Tout d'un coup, je ne l'ai plus vu comme le personnage... Parce que c'est mon... Dans mon histoire à moi, Jean-Thierry, c'est un témoin. C'est pas le coupable. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Dans mon histoire intime à moi, c'est un témoin de cette époque. Justement, lui, il pourrait dire, cette petite fille, tu t'en souviens ? Elle était comment ? Elle était triste, elle était joyeuse, tu vois ? T'aurais envie de le revoir, Jean-Thierry ? Si j'y réfléchis 2 minutes, non. Mais sur le moment, quand j'étais dans l'épisode, tu vois, ouais, j'avais hyper envie de voir quelle tête il avait. De voir... Après, bon, j'ai aussi compris en écoutant, enfin voilà... personnage un peu très solitaire et tout comme ça, donc tu vois, en fait non. Parce qu'en fait t'as été un peu trompé quelque part par ces deux types, parce qu'ils étaient très gentils, mais en fait c'était les deux pires salauds. Non, j'ai l'impression que tu leur en veux pas. Tu t'arrives pas à faire le... C'est hyper difficile de faire le... J'avoue que d'ailleurs c'est bizarre, mais je pense que c'est un peu le cas pour plein de gens, hein. C'est difficile de faire le lien, t'as l'impression que c'est des personnes différentes en fait. Mais leur en vouloir, non, je me sens pas... En plus, moi j'étais une enfant, donc c'est pas moi qui les ai accueillis. Peut-être mon père et Julien se sont sentis trompés. Moi, en tant que gamine, tu vois, témoin du truc, non. Alors ça, tu vois, dans les dommages un peu collatéraux de ce genre d'enfance, c'est peut-être aussi... j'irais pas jusqu'à dire un peu parano, mais par exemple, moi j'héberge pas des gens. Ah d'accord, ça c'est une séquelle. Un garçon qui est là, dont la mère a beaucoup hébergé et qui lui continue d'héberger. Et ça, par exemple, c'est un souci. Je m'en veux de ça. C'est une conséquence, tu penses ? Ouais, je pense. Ouais. Pas de l'affaire Paulin en particulier, hein, du contexte un peu de l'enfance, quoi. La prise en charge de l'autre avec ses problèmes, tu vois, c'est pour ça que toi, c'est une position géniale. Parce que tu recueilles une parole, bon, après, il n'y a pas de responsabilité. Enfin, si, tu as la responsabilité de restituer cette parole et de pas, tu vois, de faire un montage qui est éthique, etc. Toi, tu vas chez les autres. Mais accueillir les gens chez soi, ça, c'est un truc space. Et tu m'as accueilli ce matin. Oui, bon. Je te connais un peu. Je te connais pas, mais tu vois, quand tu écoutes l'autre pendant 90 épisodes, finalement, bon. Mais sinon, c'est vrai que voilà, ce côté de dépanner, tu vois, des gens dans le besoin, etc., je pense que j'ai tellement mangé de marginaux, quoi, que je suis toujours hyper touchée. L'empathie est là, quoi. Mais par contre, c'est vrai que je tiens un peu à distance les gens à problème. Il aurait pu t'arriver des trucs très graves. Ouais, peut-être. Mais j'ai l'impression, tu vois, que c'est... Enfin, quand je me dis à quoi t'as échappé, je me dis pas à des choses de danger. Je me dis plutôt genre à la folie, tu vois, par exemple, des trucs comme ça. Je suis hyper contente de pas avoir de maladie mentale ou de trucs comme ça. Et des fois, je me dis, bon, ouais, t'aurais pu, quoi. Mais je me dis pas, t'aurais pu te faire zigouiller, ou je me dis pas ça, parce que quand même, voilà, j'ai l'air de... Enfin, il faut quand même rendre honneur à mon père là-dessus. Il était quand même très protecteur, enfin, tu vois, je pense qu'il observait quand même, il était là. Après, il y avait des moments où je pense que pris par ses propres désirs, tu vois, ses propres problématiques, peut-être il oubliait un peu qu'il y avait une enfant, mais quand même pas complètement. Du coup, maintenant, il faut que tu me fasses rencontrer Julien. Moi, je trouve que ce serait bien. En plus, Julien, il est super, quoi. Je veux dire, il a sa place dans Cerno, non, dans le sens, c'est une personne assez exceptionnelle, voilà, dont la parole est extrêmement
Enfin, moi, j'adore sa parole, mais elle est parfois un petit peu, à l'image du podcast, un peu rhizomatique, quoi. Tu penses qu'il serait d'accord pour me parler ? Je sais pas. Il faut qu'on le... J'ai essayé de l'appeler, là, mais je l'ai pas eu. Du coup, oui, quelque part, j'avais pas prévu, mais quelque part, tu m'ouvres une nouvelle piste. Toulouse. Ben oui, Toulouse, ils y ont passé du temps. Tu vois, il y a eu des boîtes, des bars. Merci. Il va falloir que j'y aille. Ouais, j'ai rendez-vous chez ma psy. Donc du coup... J'étais chez mon psy hier et il y a un truc génial. C'est que je vais raconter un peu tout ça. Et tu sais ce qu'il m'a dit ? Parce que quand je suis partie, j'ai dit j'ai peut-être fait une connerie parce que j'ai pas des choses très intéressantes à dire. Enfin bon, bref, j'ai peur de lui faire perdre son temps et tout. Et il m'a dit, on verra bien où cette histoire vous mène. C'est génial, non ? Incroyable. C'est incroyable, non ? Bon, bah écoute, moi je pense que tu as eu raison de parler. Bon. Ouais, merci beaucoup, je suis très content. On reste en contact du coup. Bah ouais, et puis je vais appeler Julien. Je vais lui en parler un peu. Merci, je t'embrasse. À bientôt. À bientôt. Merci. Bonne journée à toi et à très vite alors. À bientôt. Je m'attendais pas à ça. Je suis très content d'avoir rencontré Bérénice. Les roues-doudous. On en oublierait presque la gravité de l'affaire. Je suis à la bourre. Je coupe. Homosexuel, Thierry Paulin se produisait au Paradis Latin la nuit et tuait des vieilles dames le jour. Lame de couteau, pointe de ciseaux, autant d'instruments de torture dans les mains de Mathurin et de son compagnon Thierry Paulin. La peine de mort ! La peine de mort ! La peine de mort ! 3, 2, 1. Je suis de retour à mon bureau. Je me suis fait une tasse de café. Et avant de vous faire un état des lieux de l'enquête, après cette longue interruption, je voudrais vous annoncer une mauvaise nouvelle. C'est que peu de temps après que je l'ai interviewée finalement, Joséphine est morte. Je l'ai appris sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il était très malade et je suis heureux d'avoir pu immortaliser sa voix avant qu'il ne disparaisse. J'ai la soif de vivre, là. Mais la vie est belle, pourquoi ? La vie est belle, moi j'aime la vie. Paix à son âme. J'espère qu'il est retourné au paradis. Alors en attendant de nouvelles de Bérénice, qui devrait m'infiltrer à Toulouse, chez son beau-père Julien, si tout va bien, je voudrais vous remercier pour les nombreux messages que vous m'avez envoyés. Vous vous inquiétiez de ma santé, donc merci beaucoup de prendre de mes nouvelles. Je viens de recevoir par exemple un message d'une auditrice que je ne connais pas, qui s'appelle Sophie, que je vous fais écouter. Bonjour Julien, je m'appelle Sophie et je te laisse un vocal parce que je t'écoute tellement depuis longtemps que j'ai l'impression qu'on se connaît. Et là, je viens d'écouter l'épisode 127, même pas en entier, et je vais arrêter parce que tu dis dans le début de ton épisode que cette enquête t'a montré le plus noir en fait de l'humanité, alors que c'est ce que je dis autour de moi quand je parle de ton podcast, c'est que c'est tellement l'inverse. En fait, c'est que c'est tellement beau, tous ces gens que tu rencontres et qui parlent d'eux, et ça montre que la vie est vraiment belle, que les humains sont beaux et qu'ils sont tellement tous différents, et j'aime ça. Voilà. Et juste pour te situer, parce que vraiment tu fais partie de mon quotidien, j'habite à Ottawa, au Canada, et je fais quelques kilomètres en vélo tous les matins en longeant la rivière, avec Cerno l'anti-enquête dans les oreilles, et ça me transporte. Voilà, donc je voulais depuis longtemps te dire plein de choses au fur et à mesure des épisodes que j'écoute, mais ce sera jamais aussi fin et aussi intéressant que tout ce que j'écoute depuis plusieurs mois. Donc je te souhaite une bonne continuation.
À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup Sophie d'Ottawa. C'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages, notamment sur Instagram, de personnes qui me disaient « On aimerait que vous continuiez, mais si vous vous arrêtez, c'est pas grave, on peut comprendre, prenez soin de vous. » Donc je vous remercie, toutes et tous. Et je vous ai écouté, je me suis arrêté, j'ai pris tout un mois de vacances, de repos total. J'étais dans la campagne, dans les Cévennes plus précisément, où j'ai pu vraiment me reposer, me ressourcer et couper avec cette affaire. Ça m'a fait le plus grand bien, mais je n'avais qu'une seule envie en revenant à Paris, c'était de m'y remettre. Et ça c'est très positif pour moi parce que j'ai une soif de rencontres et ce podcast me permet de rencontrer des gens que je ne rencontrerai pas dans ma vie. Et je le répète souvent, ça me fait un bien fou. Malgré tout, pendant toute l'interruption du podcast, évidemment, comme on pouvait s'y attendre, l'affaire m'a rattrapé. Et j'ai dû enregistrer plein de choses que je vous ferai écouter bientôt. Alors il y a Bérénice, qui est entrée en contact avec moi et m'a ouvert, je pense, une nouvelle piste, toulousaine. Et je vous avais aussi parlé du retour d'Alice Partouche Benaïm. Alice Partouche Benaïm, c'est la 5e victime répertoriée. Je vous rappelle que c'est avec cette femme que Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin se sont montrés le plus cruels, puisqu'ils lui avaient fait avaler du Destop, entre autres tortures. J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que ce genre de meurtre est qualifié en anglais d'overkilling ou de surmeurtre en français. C'est-à-dire que les assassins ne se sont pas contentés de tuer leur victime, mais ont voulu la faire souffrir, plus que nécessaire finalement. Ils n'avaient pas besoin de lui infliger ses souffrances pour arriver à leur fin qui était, semble-t-il, de lui dérober de l'argent. Et c'est dans cette caractéristique d'overkilling, de surmeurtre, que réside toute l'énigme de cette affaire Paulin, selon moi. Et donc, dans plusieurs épisodes précédents, j'ai tenté d'entrer en contact avec des descendants d'Alice Partouche Benaïm. Certains de ses arrière-petits-enfants avaient refusé de me rencontrer, mais j'avais pu chatter avec eux sur Messenger. J'avais rencontré une arrière-petite-nièce, je crois, par alliance, qui s'appelait Marion. C'était dans l'épisode intitulé Tata Alice, qui était, si mes souvenirs sont bons, je vais vérifier en même temps que je vous parle, l'épisode numéro 61, dans la saison 2. Alors je vous avais dit, dans l'épisode 127, que j'avais été contacté sur Instagram par un arrière-petit-fils d'Alice Partouche Benaïm, prénommé Théo. Je discute avec lui, mais ce qu'il y a de plus troublant, c'est que non seulement Théo m'a contacté, mais qu'en plus, Alice Partouche Benaïm revient par un autre chemin. C'est mon amie Ninon Chapuis, la productrice de cinéma dont je vous avais déjà parlé. C'est elle qui m'avait permis de rencontrer Françoise, la cardiologue, et donc beaucoup d'autres personnes. Et bien Ninon s'est rendu compte que l'un de ses amis proches, un certain David, est lui aussi apparenté à Alice Partouche Benaïm. Et il m'attend chez lui demain matin. J'essaie d'en apprendre un peu plus sur Alice et faire un portrait d'elle à travers sa descendance. En attendant, il est minuit. Et si je veux être en forme demain matin, il est temps que j'aille me coucher. À suivre. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. C'est malin d'avoir bu du café juste avant de dormir.